libération des otages israéliens entre espoir et humiliation. Ce dimanche 18 janvier devait être un jour d'espoir et de joie, tant la libération des otages était attendue. Mais les conditions qui ont mené à ces premières libérations sont pleines d'humiliation. Or, il est bon de regarder un peu derrière nous pour se rendre compte de la folie de notre monde actuel, et qu'il me semble indispensable de prendre la Seconde Guerre mondiale en référence, à la fois pour mesurer l'importance de cet espoir et l'extraordinaire impasse dans laquelle nous nous trouvons, et de constater ce paradoxe terrible qu'il ne reste que l'investiture de Donald Trump demain lundi pour espérer changer totalement la donne. Ainsi, si les espoirs les plus fous marquent ce dimanche, si les premiers otages vont être libérés aujourd'hui, en tout cas normalement, si le petit Bibas, qui vient de fêter ses 2 ans, hier en captivité, va retrouver sa liberté de nouveau-né, n'ayant commis comme seul crime que celui d'être né, si l'espoir est ce sentiment si beau, si fort, si humain, si haut, si cet espoir est à l'image de notre civilisation judéo-chrétienne, née dans l'esprit des Lumières, si elle baigne aussi l'identité profonde du peuple juif, si. Mais quel est le sens en fait de cet espoir? Comment doit-on le vivre? Peut-on être joyeux aujourd'hui? Quel est le sens politique? Pour répondre à ces questions, je voudrais juste rappeler une expérience personnelle difficile, vécue lors de ma visite à Auschwitz-Birkenau en Pologne il y a 2 ans. Là-bas, au milieu de ces camps de concentration, entouré des âmes des 1,5 million de juifs massacrés, je ne pouvais m'empêcher de penser que les nazis avaient perdu. Doublement parce qu'ils s'étaient fait écraser militairement et parce qu'aujourd'hui, 80 ans après la Shoah, le nombre de juifs est à nouveau supérieur à celui avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce positivisme paradoxal est d'autant plus prégnant ce week-end aujourd'hui que dans une semaine, le 27 janvier, nous allons justement célébrer la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Le monde est donc aujourd'hui complètement fou, comme il est fou de voir à Auschwitz du positif au milieu de la mort. Mais aujourd'hui, alors que ce jour devait être donc un jour de joie, je voudrais juste rappeler quelques fondamentaux que notre société a totalement oubliés. Les fous du Hezbollah et du Hamas sont des malades mentaux qui aiment la mort. Ils jouent avec la mort comme d'autres jouent aux osselets. Qu'Israël a le droit de se défendre, en a assez de se prendre des bombes depuis 20 ans uniquement parce qu'ils sont juifs. Que les Arabes israéliens, d'ailleurs, sont parmi les Arabes les plus heureux du monde et qu'ils ont même des députés à la Knesset. Que les Hamas, Hezbollah, Houthis ne jurent que par la charia et qu'ils ont l'antisémitisme enfui dans leur identité profonde. Qu'Israël n'a commis évidemment aucun génocide, mais considère à juste titre que les écoles, les hôpitaux sont des lieux de lancement de roquettes et donc désignés à ce titre comme des cibles militaires et non pas civiles. Et d'ailleurs, la destination militaire et non pas civile est faite par le Hamas, pas par Israël. Que les femmes iraniennes aussi, rappelons-le, les femmes afghanes, envient les femmes israéliennes. Que les Israéliens enseignent à leurs enfants la vie quand les jeunes Palestiniens apprennent le maniement des armes. Que s'il faut libérer 1000 assassins palestiniens pour un otage israélien, cela démontre la valeur que les deux camps apportent à la vie. Que de détenir en otage un bébé de 2 ans est l'un des crimes les plus atroces de l'histoire de l'humanité. Que d'utiliser les otages dans un chantage affectif permanent pour déstabiliser la société israélienne démontre l'inhumanité des islamistes. Enfin, et c'est le plus important, vraiment le plus important, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés avaient compris que les nazis étaient devenus la négation de l'homme, que leur folie excluait toute rationalité et que seule leur destruction pouvait être une issue possible. Et que jamais, jamais on n'aurait accepté de négocier en 1945 avec qui? Avec les nazis, car leur barbarie les avait disqualifiés définitivement, que jamais on n'aurait commencé même à leur pardonner, que d'ailleurs, disons-le aussi, les Français de l'époque qui collaboraient avec les nazis étaient considérés comme des traîtres et jugés comme tels,
que la communauté internationale de l'époque ne se voterait pas dans l'indignité en mettant les nazis à la table des négociations comme si de rien n'était et qu'ils n'avaient commis aucun crime, que le sort des blessés nazis, des prisonniers de guerre nazis, avait été scellé par la capitulation des nazis et aucunement discuté avec eux-mêmes. Il n'y avait pas de marchandage entre la libération des otages d'un côté et la libération des otages nazis de l'autre côté. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Israël avec les otages du Hamas. Pourquoi Israël doit-il accepter de négocier avec ces fous? Pourquoi l'ONU a osé inverser les rôles entre agresseurs et agressés? Pourquoi l'Iran siège-t-il aussi à la Commission des droits des femmes? Pourquoi le drapeau israélien ne flotte pas sur tous les frontons de toutes les mairies de France? Pourquoi le monde est-il devenu si fou? Pourquoi cette bassesse? Pourquoi cette injustice faite à Israël? Car rappelons ce paradoxe terrible d'un autre jour historique pour Israël, un jour historique qui fait froid dans le dos. Lors de l'échange de prisonniers du 18 octobre 2011, il y a déjà maintenant 14 ans, lorsque 5 ans après son enlèvement par des terroristes du Hamas, le soldat israélien Gilad Shalit a été libéré de sa captivité à Gaza déjà. À son arrivée sur le sol israélien, Shalit fut photographié en uniforme, saluant le Premier ministre Benjamin Netanyahou déjà. Cette image est devenue emblématique et symbole du succès d'un mouvement de protestation inlassablement mené par ses parents pour obtenir sa liberté. Mais, en 2011, en échange de sa libération, Israël avait relâché 1027 prisonniers sécuritaires palestiniens, parmi lesquels Aya Sinvar, futur architecte du pogrom du Hamas du 7 octobre 2023. L'histoire est cyclique, terriblement cyclique. Ce rappel terrible démontre que les démocraties d'aujourd'hui ont confondu valeurs et faiblesse. Ce dimanche devait être un jour d'espoir, bien entendu, mais c'est aussi un jour d'indignité pour toute la communauté internationale, et je dirais même d'humiliation. Car enfin, pourquoi négocier avec des nazis? Pourquoi se rabaisser si bas? Je ne comprends pas. Demain, avec l'installation de Trump, s'ouvrira, j'espère, un autre monde, fait aussi de paradoxes complètement fous, mais qui, j'espère, mettra à terre définitivement ces islamistes nazis comme les États-Unis l'ont fait en 1945.